Mesdames et messieurs, je suis venu vous parler des hommes, de leur grandeur, de leur faiblesse, de leurs manquements. Je suis venu vous parler de succès, triomphants parfois, mais aussi de fautes, d'erreurs. Les miennes, les vôtres, celles des autres surtout, car je sais que vous êtes un auditoire d'exception, et surtout vous, cher jury, et il n'y a pas plus à dire sur mes fautes à moi. Je suis venu vous parler de l'immensité de l'homme, de sa splendeur, de sa gloire. En un mot, je suis venu vous parler de taille. Un sujet qui fera sourire les hommes dans l'assistance, leur rappelant les conversations de vestiaire les plus gaillardes, et que les femmes déploreront en subissant les dîners de famille interminables. Mais pardonnez mon impertinence, pardonnez ma faute. Il est vrai que le lieu est d'exception. Je tremble, je ne sais que dire. J'espère être vraiment plus grand que mes fautes pour pouvoir me présenter devant vous. Alors je fais 1m80, ça peut aider. L'estrade, elle aide aussi, c'est vrai qu'on vous surplombe un peu. J'espère vraiment être plus grand que mes fautes, car c'est une véritable question. Est-on plus grand que ses fautes? L'homme est-il plus grand que ses fautes? L'homme est propice à l'erreur. Errare humanus est, comme dit le célèbre proverbe latin. Il faut donc savoir si la faute nous rend inférieurs, si elle nous amoindrit. Bien sûr que non. En réalité, l'homme est plus grand que ses fautes pour deux raisons. Très simples. La première est la suivante. L'homme est plus grand que ses fautes car on retient beaucoup plus volontiers la grandeur de l'homme que ses fautes. Et pour exemplifier cela, je voudrais vous parler d'André Malraux et de sa condition humaine. André Malraux écrit beaucoup de livres dans lesquels ses personnages sont fautifs, bien souvent, des meurtriers, ils se suicident, ils assassinent. Et pourtant, toute la thématique des livres de Malraux, ce n'est pas ces fautes-là, c'est la grandeur de ces personnages. C'est leur condition humaine. Ils sont supérieurs à leurs fautes car ils sont humains. Et on retient bien plus facilement la grandeur de ces hommes-là, leur lutte, leur cause symbolique, que leurs fautes. Et c'est peut-être un peu autobiographique car Malraux lui-même était fautif. Mais on retenait beaucoup plus facilement sa grandeur que ses fautes. Il est vrai qu'il est enterré au Panthéon, et c'est de cela qu'on se souvient. Malraux était un ministre incroyable sous De Gaulle. Il a écrit des livres fantastiques. Il était surréel, il était vraiment un surhomme. Mais il était fautif également. Fautif car qui se souvient que Malraux a volé des œuvres à Angkor lorsqu'il parcourait l'Asie du Sud et de l'Est? Qui se souvient de ses fautes? Personne. Tout le monde se souvient qu'il est enterré au Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Mais justement, le Panthéon, n'est-ce pas là le meilleur exemple? À 3 mètres de nous, le Panthéon se tient là, fier, avec un frontispice incroyable. Le Panthéon. Mais c'est superbe! Quelle faste, quelle somptuosité, quel stupre architectural! C'est vraiment incroyable, quel bâtiment! Mais surtout, quelle audace, quelle témérité, quelle audacité de la part de l'architecte Soufflot. On peut vraiment dire qu'il ne manquait pas d'air. Car oui, en réalité, le Panthéon est une injure, mesdames et messieurs. Et je pèse mes mots, car un Panthéon, c'est l'endroit dans lequel se trouvent tous les dieux, étymologiquement. Qui repose au Panthéon, sinon des hommes, pas des dieux? Serait-ce à dire que l'on crée une religion des hommes, une religion de l'humain? Quel affront, quelle audace! Mais en réalité, il faut voir les choses différemment. Car du Panthéon, on ne retiendra que la grandeur, pas la faute. Et c'est bien pour cela que les hommes sont plus grands que leurs fautes. Et il y a une deuxième raison pour laquelle les hommes sont plus grands que leurs fautes. Et c'est qu'ils en sont responsables. Et tous les juristes dans la salle, et je sais qu'ils sont nombreux, pourront réciter avec moi mécaniquement, car ils le connaissent par cœur, l'article 1240 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les hommes sont responsables de leurs fautes. Or, précisément, pour pouvoir être responsable de quelque chose, il faut déjà être supérieur à ce quelque chose. On ne peut pas répondre de quelque chose qui nous écrase, qui nous surpasse, qui nous est supérieur. C'est bien le signe que l'homme est supérieur à ses fautes car il en répond. Et justement, en droit pénal, l'aliéné ou l'enfant, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de discernement,
ne sont pas responsables. Ils sont irresponsables car ils n'ont pas ou alors ils ont perdu cette capacité très humaine qui fait que nous sommes responsables de leurs fautes et donc supérieurs à elles. La conscience. La capacité de discerner entre le bien et le mal. La capacité de dire ce qui est bon ou mauvais. C'est cela qui est réellement un signe de la grandeur de l'homme, de sa supériorité à ses fautes. Alors, cher public, je vous invite aujourd'hui à surpasser vos fautes, mais aussi à vous en nourrir car elles vous élèvent. Et je conclurai en disant cela. Nourrissez-vous de vos fautes. Vous leur êtes déjà supérieurs, mais elles ne peuvent faire que vous accroître. Et avec un peu de chance, vous pourrez finir vous aussi au Panthéon. Mon oncle, lorsque nous étions enfants, se prenait pour un super-homme. Il avait juré de plus jamais revenir sur les mêmes fautes. Arriva un jour où sur un sujet de rien du tout, une virulente colère l'emporta. Le cas de mon oncle est une illustration parfaite que la faute suit l'homme comme l'ombre suit le corps. Saint Thomas d'Aquin, s'inspirant d'Évrane, un grand ascète du IVe siècle en Égypte, puis de Cassien, qui fonda le premier monastère en France, a dressé la liste des fautes, que lui l'appelait par défauts capitaux. Ici est d'ailleurs de signaler que la frontière entre faute et défaut est d'une extrême minceur, prêtant de fois à confusion. Ces défauts ne sont pas forcément les plus graves, mais on y retrouve les attitudes psychologiques qui sont à l'origine des plus graves fautes. Il s'agit de l'orgueil. L'orgueil, c'est le plus important des défauts. L'orgueil est un mélange d'arrogance et de complexe de supériorité. Il y a la cupidité, la soif de richesse, la colère ou l'emportement, un mouvement désordonné de l'esprit vers une forme d'expression violente. Il y a la luxure, la gourmandise ou la goinfrerie, la paresse, la convoitise, qui est un sentiment de tristesse face au bien d'autrui. La commission de ces fautes étant élevée et répétitive, il n'y a aucun hommage à inférer que l'homme, en tant qu'humain, n'est pas prêt à être supérieur à ses fautes. À ce sujet, un proverbe latin dit « Il est la nature de l'homme de se tromper. Errare humanum est. » Horace, quant à lui, disait « Pour fuir un défaut, le maladroit tombe dans le défaut contraire. » L'on peut d'ailleurs deviner avec sourire ce pourquoi Platon, à son temps, disait « La perfection n'est pas de ce monde. » L'homme revient toutefois sur les mêmes fautes. Et même lorsqu'il apprend d'une faute, il tombe dans une autre. L'homme, face à ses fautes, ressemble à un enfant apprenant à marcher. Il tombe et se relève, tombe et se relève. Et le même scénario s'ensuit. Anne Baratin écrivait dans toutes les paroisses, je cite, « L'homme ne peut pas être sans défaut. » Fin de citation. Preuve de l'infériorité de l'homme face à ses défauts.